Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur notre première réunion publique en virtuel. Merci d'être assez nombreux à la fois à nous suivre en direct sur Zoom et puis en même temps sur Facebook. Donc, nous avons prévu à peu près 1h30 de session, plus ou moins le temps réservé aux questions. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fur et à mesure à travers le petit signe questions-réponses QNR qui vous permettra de poser vos questions que nous prendrons et nous y répondrons soit au fur et à mesure, soit enfin où nous avons prévu une séance d'échange. Nous avons prévu un ordre du jour qui est le suivant. Donc, après une introduction, je vais faire. Je laisserai ensuite la parole à John Collet-Mallet et Jean-Paul Bizot, qui nous parleront des budgets participatifs et de la relance des conseils de quartier. Ensuite, Bernard Millon-Rousseau nous parlera de l'urbanisme. Et ensuite, nous aborderons avec Céleste Messina nous terminerons ensuite avec une phase d'échange. En termes d'introduction, déjà, bien évidemment, on va démarrer par l'impact du confinement pour les Bucquois, confinement qui a démarré depuis vendredi. Et donc déjà, première information, vous le savez, les services de la mairie restent ouverts au même titre que tous les administrations et les services publics, sauf la nocturne du jeudi, qui sera remplacée par le jeudi matin. Ce jeudi, ça fonctionnera encore, mais par contre, ensuite, la nocturne sera fermée et donc les services, par contre, seront ouverts le jeudi matin. Ensuite, je dois souligner une collaboration étroite entre les écoles et le service périscolaire. Vous le savez tous, la rentrée scolaire a été assez difficile, perturbée. Les consignes sanitaires sont arrivées jeudi soir et il y a eu un gros travail de fait entre vendredi et ce week-end pour arriver à définir la mise en place du protocole sanitaire. Ce qui a dominé pour nous, c'était la volonté de coller parfaitement au protocole sanitaire de l'éducation nationale, qui est d'éviter tout brassage des enfants, puisque l'objectif, vous le savez, à travers ce confinement, à travers le protocole sanitaire qui est mis en place, c'est de pouvoir stopper la propagation du virus qui connaît une croissance exponentielle depuis quelques jours et quelques semaines. Et donc, le télétravail qui est maintenant la règle dans les entreprises privées, le protocole sanitaire mis en place dans les écoles, avec, vous le savez, des masques pour les enfants dès 6 ans, sont très contraignants dans la mesure où, par rapport à la période qui a suivi le confinement où le quart puis la moitié des élèves étaient présents, aujourd'hui, ils sont tous présents à l'école. Donc, nous avons une complexité assez importante et je remercie donc les directrices d'école, les enseignants avec lesquels nous avons pu travailler encore aujourd'hui pour mettre en place les services. Donc, nous allons assurer une présence du matin jusqu'au soir dans les écoles. Nous passons à 4 jours de manière temporaire pendant cette période de confinement et nous passerons le mercredi. En fait, l'accueil sera assuré par les services périscolaires et je tiens à préciser tout de suite que le mercredi matin, il n'y aura pas de surcoût pour les familles dans la mesure où c'était une décision que nous avons prise pour pouvoir assurer correctement l'accueil des enfants sur toute la journée. Un courrier a été envoyé ce jour à tous les parents d'élèves via les carnets de correspondance pour expliquer plus en détail les décisions que nous avons prises et les raisons pour lesquelles nous les avons prises, sachant que, bien évidemment, nous serons très attentifs à tous les cas particuliers qui se présenteront pour aider au maximum les parents qui, je pense notamment aux familles monoparentales, à ceux qui sont obligés d'aller travailler sur site. Donc, nous serons très attentifs à toutes les situations pour faciliter la vie des Bucquoises et des Bucquois. Pendant ce temps-là, vous le savez, les parcs et les jardins restent ouverts. Par contre, toutes les salles,
les lieux de sport sont fermés, sauf pour les scolaires, ainsi que pour les lieux de sport, les professionnels, mais ça nous concerne moins. Et encore une fois, nous avons une volonté forte de soutenir nos commerces de proximité. Je reviens maintenant sur les actions marquantes depuis le 3 juillet. Alors, il y en a un certain nombre. Tout d'abord, les 2 premières décisions que nous avons prises dans les tout premiers jours de juillet, ça a été de tenir le forum des associations le 5 septembre et ensuite de maintenir et d'organiser le festival de la BD. Bien nous en a pris, on a eu de la chance à une semaine près, quasiment, je crois que le festival aurait dû être annulé. Et nous avons été très heureux de savoir que tous les participants, les auteurs qui étaient présents, même s'ils étaient moins nombreux, ont été très heureux que nous ayons maintenu cet événement dans la mesure où la plupart des festivals sont maintenant fermés. Et sachez qu'il y a eu à peu près 3500 visiteurs sur les 2 jours. Autre action importante aussi, nous avons travaillé sur la dynamisation du marché avec l'accueil de nouveaux commerces. Et donc, nous sommes heureux et il y en aura d'autres. Donc, je vous invite à aller visiter le marché le samedi, d'y aller faire vos courses, sachant que ça soutiendra bien évidemment ces commerçants. Et en plus, vous aurez le plaisir de voir un certain nombre de nouveaux commerces qui seront présents sur les semaines qui viennent. Autre point important, nous avons travaillé cet été et ces derniers jours sur la réalisation du Buc Info. Donc, nous avons revisité complètement la formule du magazine municipal. Faites-nous part donc, de vos remarques, de vos commentaires. Vous le verrez, on laisse beaucoup de place aux informations sur la commune, sur les associations, sur nos commerces, sur les entreprises. Des informations sur également VGP. Et nous allons poursuivre de la même manière et surtout, faites-nous part de vos remarques, de vos idées, de vos suggestions pour que l'on continue à l'améliorer et que ce magazine réponde parfaitement à vos attentes. Autre aspect, et nous serons amenés à en parler un petit peu plus tout à l'heure, c'est le lancement d'un budget participatif. C'était un engagement de campagne que nous avions pris. Et donc, vous avez tous reçu un papier dans vos boîtes aux lettres et Jean-Paul Bizot en parlera tout à l'heure avec John Collet-Mallet. Autres actions également, c'est le vote du budget supplémentaire qui s'est fait lors du conseil municipal de septembre, mais j'en viendrai juste après sur ce point-là. Et puis également, nous avons pris en main les différents dossiers d'urbanisme, c'est-à-dire les OAP numéro 2 et 4, la maison médicale, mais là encore, Bernard Millon-Rousseau, adjoint aux travaux et à l'urbanisme, nous fera un point complet tout à l'heure sur ce sujet-là. Et puis, il a fallu terminer un certain nombre de chantiers qui étaient en cours, qui étaient quasiment finis ou en passe de l'être. C'est la salle polyvalente, c'est le nouveau gymnase. Vous voyez qu'il est assez magnifique. Et il a fallu effectivement, sur ces derniers mois, les finaliser pour pouvoir faire les fins de travaux et puis permettre l'ouverture du gymnase qui était prévue juste après la Toussaint. Et malheureusement, compte tenu des circonstances, c'est évidemment un petit peu plus difficile. Le budget, je reviens dessus. Le choix que nous avons eu a été de limiter l'endettement. Donc, vous savez, un petit rappel sur le budget, nous votons jusqu'à présent un budget primitif sur la fin d'année. En général, il se votait en décembre. Puis un budget supplémentaire. Alors, le budget supplémentaire, on va plutôt l'appeler budget rectificatif pour que ce soit plus facile à comprendre. Le budget rectificatif qui prend en compte les résultats de l'année précédente et qui permet d'ajuster donc le budget sur la fin de l'année. Et donc, ce budget, normalement, se vote avant l'été. Et là, l'équipe précédente, effectivement, avait laissé le soin à la nouvelle équipe en place, en l'occurrence notre équipe, donc le soin de faire les choix budgétaires. Les contraintes que nous avions étaient les suivantes. C'était déjà la finalisation des projets de fin de mandat, donc c'est tous les chantiers dont nous avons parlé, et sachant que quasiment tous avaient eu un dépassement budgétaire. Alors c'est souvent le cas dans des chantiers, il y a toujours des aléas, mais c'est vrai que là, de manière systématique et compte tenu du nombre, ça avait un impact relativement important sur l'aspect budgétaire. D'autre part, il y avait eu le remboursement de l'emprunt pour l'AP numéro 2, emprunt sur 3 ans.
on y reviendra tout à l'heure, mais vous savez on a acheté pour quasiment 4 millions d'euros de bâtiments, enfin de maisons, etc., et de terrains sur cette OAP. Et il y avait eu voté au mois de mars l'achat d'un terrain chemin de la jeunesse. Et c'est pareil, nous en parlerons tout à l'heure. Ce qui était important, c'est de voir que si l'on maintenait tous les projets inscrits sur la fin 2020, il aurait fallu un endettement à hauteur de 10 millions d'euros. Ce qui était absolument inenvisageable comme hypothèse, dans la mesure où ça ne laissait absolument plus de marge de manœuvre sur plusieurs années. Et puis, d'autre part, certains projets, en fait, devaient être revus quant à leur contenu ou à leur timing. Alors, quelques exemples de reports. C'est la voirie sur l'avenue 4 Mars. Il était prévu de faire une réfection de la voirie. Alors, indépendamment de l'aspect budgétaire, il nous paraît important de dire qu'il faut d'abord limiter le trafic de poids lourds sur cette artère avant de faire la réfection de la voirie. Donc, nous envisageons des actions de ce côté-là. Sachez qu'au niveau de Versailles Grand Parc, il est mis en place en ce moment de la vidéo-verbalisation et nous envisageons de le faire avenue 4 Mars pour verbaliser les poids lourds dont le gabarit serait supérieur au gabarit autorisé. Ensuite, le projet de skatepark, l'objectif pour nous était de le rapprocher du lieu où sont les jeunes qui l'utiliseraient, sachant que nous avons prévu de monter l'espace jeune plus proche du collège et du lycée, et donc de plutôt monter le skatepark sur le plateau. De la même manière, le parking Pasteur était prévu. Et là, compte tenu de la problématique de stationnement qui existe dans ce périmètre, notamment en prenant en compte l'impact du nouveau gymnase, où il y a une quinzaine de places qui sont prévues, ce qui est probablement insuffisant dès que nous aurons une manifestation importante. Et donc, il y a une problématique plus large de stationnement dans ce périmètre. Et nous avons prévu, avant de faire la réfection juste du parking Pasteur, de mettre à plat cette problématique de stationnement autour de l'EHPAD, du gymnase, proche du stade, pour effectivement voir de quelle manière réorganiser ensuite le parking Pasteur. Dans la même logique, le parking du Pré-Saint-Jean sera à revoir dans le cadre de la renaturation de la Bièvre, parce que ce sera touché en fait dans sa superficie. Et puis d'autre part, il est prévu de prendre en compte 10 nouveaux parkings qui sont nécessaires pour les logements sociaux qui vont bientôt être construits à côté de l'église. Donc c'est dans le cadre d'un projet avec Versailles Habitat que 10 logements sociaux vont être faits, et il était prévu 10 parkings associés sur le parking du Pré-Saint-Jean, donc une extension du parking du Pré-Saint-Jean. Donc nous allons travailler sur les semaines et les mois qui viennent, sachant que c'est plutôt à partir de fin 2021, voire 2022, que ces 10 parkings supplémentaires seront nécessaires. Donc voilà pourquoi sur ces reports, en fait, indépendamment de l'aspect budgétaire, nous avons prévu de remettre à plat certains aspects pour prendre les projets un peu plus dans leur ensemble. Voilà pour la première partie de cette réunion. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder le deuxième point, le budget participatif et la relance des conseils de quartier. Et puis, je vous rappelle, n'oubliez pas de poser les questions que vous avez donc sur le questions et réponses. Et nous les prendrons dans la suite de cette réunion. Donc, en ce qui concerne les budgets participatifs, je vais laisser la parole à Jean-Paul Bizot et à John Coleman. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, on va vous évoquer le budget participatif. Vous avez reçu récemment le flyer qui a été distribué il y a une dizaine de jours sur le budget participatif. Tout d'abord, pourquoi un budget participatif à BUC? Notre objectif ici, il est clairement de
favoriser la création d'un espace d'expression pour tous les citoyens. Vous le savez, c'était une demande très forte qu'on avait, que tous les Bucquois avaient remonté, avaient évoqué notamment pendant la campagne électorale, de pouvoir être mieux entendus, mieux écoutés et participer à la vie démocratique. Donc c'est la base même de la démocratie constructive et participative, l'émergence des solutions partagées et qui s'appuient sur la parole et l'expertise des citoyens. Nous souhaitons donc encourager et accompagner l'émergence d'idées et de projets. Donc, le budget participatif est lancé dans ce sens-là et repose sur une communication qui doit être claire et régulière. L'objectif étant de construire la notoriété de la démarche, de l'expliquer clairement, à la fois ce qu'elle est, à la fois ce qu'est le budget participatif et comment elle se déroule. Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer en quelques slides, quelques présentations ce soir. Notre objectif, c'est de vous inviter à y participer, à bien comprendre et ne pas hésiter à nous poser des questions sur le fonctionnement et ce que vous devez faire. Donc là, sur les slides suivants, je passe la parole à Jean-Paul Bizot qui va vous expliquer le pourquoi un budget participatif. Budget participatif. Donc, il faut proposer des projets qui aient un impact durable pour la ville. Ces projets doivent être d'intérêt général, c'est-à-dire qu'ils doivent être à visée collective, respecter les compétences de la commune dans le domaine public. Ensuite, toute Bucquoise ou Bucquois âgé de plus de 16 ans pourra proposer un projet. Donc, pour l'ensemble de la ville, un quartier, une rue. On est en liaison. Oui, avec Alexandra. On va vous mettre en liaison avec une personne à distance. Donc, on a un exemple d'une idée que nous présente une Bucquoise, Madame Alexandra. Moi, j'aimerais bien proposer pour Buc un lieu de rencontre. C'est une galerie, magasin pour tous les Bucquoises par les artistes et les bricoleurs. Et c'est un concept que j'ai travaillé un peu là-dessus déjà avec d'autres personnes. Le lieu à rencontre librement à Buc, parce que nous avons parlé depuis des années qu'il n'y a pas à Buc une possibilité de se rencontrer librement, mais pas à l'intérieur, si vous voulez dire. Et nous avons dit aussi qu'il y a ici énormément de gens qui font des choses magnifiques en question d'art et aussi bricolage, mais on le voit rarement. Il y a 2 exhibitions par l'année et c'est un peu tout ça. Alors, nous avons dit c'est peut-être très joli d'avoir une galerie, magasin avec des possibilités de montrer le travail qu'on fait. Si on souhaite, on peut aussi les vendre. Et en fonction des locales, on peut aussi proposer des ateliers ou proposer le local pour des groupes qui vont faire quelque chose artistique ou avec les mains. Voilà. Et important pour nous, c'est de souligner que ça, ce n'est pas une concurrence ni à la théière ni à la pizzeria. Ça veut dire ce n'est pas un café. Peut-être on peut installer par exemple une machine à café, mais écolo. Mais le principe, c'est vraiment avoir un lieu de se rencontre dans une très jolie atmosphère. Et voilà, il y a quelques idées. Visite, inspiration, achat. Tous les artistes de Buc
ont la possibilité d'exposer et de vendre. Bien sûr, après, il faut voir comment on organise ça sur un pourcentage ou des heures de présence. Ce que nous avons pensé à proposer pour la vente, ce sont des petits cadeaux durables pour petits et grands, pour des anniversaires, des événements à la base de la recyclage et des matériels naturels de préférence. Par exemple, pierre, bois, bougies, cartes postales, décorations. On ne veut pas proposer des choses qui se jettent. Ça, c'est déjà sûr. Et nous avons trouvé aussi qu'il n'y a pas des souvenirs des bucs. Ça veut dire c'est aussi une possibilité de proposer des souvenirs des bucs faits par les buccois. Mais si on a besoin pour des visites, pour des voyages, pour des échanges scolaires et tout, on est toujours à la recherche des souvenirs. On peut aussi, en fonction des locales, proposer un coin du livre, par exemple, allemand, anglais, français, indien, d'autres, en fonction de ce qui est bon pour BUC. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit carte postale. Bourse de livres, c'est aussi bourse de livres d'occasion. Sur notre groupe WhatsApp, ça marche très, très bien. C'est la question, est-ce qu'on peut faire ça un peu plus grand? Et comme je disais, avec quelques fauteuils, quelques tables, mais sans faire la concurrence au restaurant à BUC. Une deuxième possibilité, à part des vernissages, bien sûr, ce sont aussi de petits concerts. S'il y a des groupes ou aussi des individus qui font de la musique et qui aimeraient bien de temps en temps passer et justement jouer un peu, mais qui n'ont pas ni un local ni d'audience. C'est la question de combiner des choses. Alors, on est à l'intérieur, on regarde des pièces d'art faites par les Buccois et il y a devant la porte quelqu'un qui joue le saxophone, par exemple. Et laissez-nous vous écouter, c'est gratuit. Voilà. Et encore une fois, en fonction des locales, c'est aussi l'idée, BUC est petit, mais quand même, on pourrait proposer plusieurs choses, mais pas quotidiennement. Mais par exemple, une fois par mois, un atelier, comment on répare des vélos, une fois, pas à l'année, mais une fois par mois, un atelier pour réparer des vélos ou coordonner des artistes, des matériaux artistiques, en vente des choses produites localement, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin dans ce cas-là de la mairie? On a besoin d'un local et on a besoin beaucoup des volontaires. Ça veut dire aussi il faut organiser les personnes qui sont des artistes, qui sont intéressés de coopérer dans cette idée. Et bien sûr, on a besoin d'une assurance et une sécurisation des lieux, mais ça sans rentrer trop dans les détails. Voilà, ça c'est un peu brièvement l'idée. Voilà, et moi je reste ouverte à tout échange et c'est justement une proposition pour vous donner des idées et c'est à vous maintenant de le développer en plus fort. Merci. Et merci à la mairie pour avoir cette possibilité de le présenter. Sur le budget qui sera alloué à ce projet participatif, à ces projets participatifs, il a été décidé d'allouer une somme qui fait globalement 1%. Donc, nous avons fait le choix d'un montant significatif ici à BUC
d'une partie. Hein. C'est pas une somme qui tombe de nulle part, c'est une partie du budget d'investissement qui sera consacrée à ces projets participatifs. 100 000 euros, c'est un montant qui est relativement conséquent. C'est un montant qui représente globalement 16 euros par habitant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne nationale est aux alentours de 6,50 euros. Donc, cet investissement vous démontre bien que Buc se situe là dans le haut de la fourchette, mais aussi il y a une vraie volonté de la mairie de porter ce projet, de faire en sorte que ce projet réussisse avec vous. Et donc, nous voulons vraiment participer, vous aider à participer, à concourir à cette émergence d'idées. Jean-Paul, je te recède la parole. Voilà. Les conditions d'éligibilité d'un projet. Être d'intérêt général, je n'y reviens pas. Relever des compétences communales. Par exemple, si je prends un projet qui traite un sujet à cheval sur 2 communes, on ne peut pas le retenir. Il faut rester sur le territoire de la commune. Être suffisamment précis. En effet, un projet ne doit pas être une simple idée, une réflexion. Il doit être suffisamment précis pour être analysé par un comité de sélection et les services communaux. Proposer des projets d'investissement, je n'y reviens pas non plus. Générer un minimum de frais de fonctionnement. Par frais de fonctionnement, on entend par exemple l'éclairage, le chauffage, l'entretien. Il faudra que ces projets minimisent tous ces frais de fonctionnement. Et ils doivent être réalisables dans l'année 2021. Alors, vous comprenez bien qu'on a démarré cette opération assez tardivement, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, pour cette année, il faut limiter l'envergure des projets, car le temps de réalisation sera très court. Pour clarifier la situation quand on dépose un projet, on va lui associer un formulaire qu'on vous communiquera. Il doit permettre de renseigner le projet de façon simple mais rigoureuse. Il doit permettre de contacter le porteur de projet si on a besoin de compléments d'information, par exemple. Il doit permettre une présentation claire pour tous les Buccoises et les Buccois. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer que tous ces projets, ils devront être vus par l'ensemble de la population. Maintenant, on va vous parler un petit peu du timing. Le timing a été légèrement modifié puisque finalement, il y a un glissement qui a été effectué puisque le budget sera voté en mars. Donc là, on vous laisse jusqu'au 27 novembre pour déposer un projet. Et je vous invite de nouveau à proposer un projet. Suite à cette première phase, du 1er décembre au 4 décembre, un comité de présélection sera mis en place, composé de 2 élus de la majorité, 2 élus de l'équipe minoritaire et de 3 citoyens. Donc, je fais appel à vous aujourd'hui pour une candidature, sachant qu'un tirage au sort sera effectué par les 4 élus pour en retenir 3. Du 7 décembre au 29 janvier, l'étude de faisabilité par les services techniques. Enfin, les services municipaux, pardon. Donc, les services municipaux analysent la faisabilité des projets d'un point de vue juridique, technique, financier et réalisable en 2021. Suite à cette phase, du 1er février au 12 février, arrive la phase de vote par les Buccoises et les Buccois. Tous les Buccois, toutes les Buccoises de plus de 16 ans peuvent voter. La sélection des projets qui seront mis en œuvre se fait par ordre décroissant jusqu'à épuisement de l'enveloppe des 100 000 euros. Ensuite arrive la diffusion officielle lors du conseil municipal de mars. Et phase finale, bien évidemment, la réalisation du projet que vous pourrez voir, on va vous en parler par la suite, soit sur la plateforme, soit sur le terrain. Donc la plateforme est véritablement le moyen de faciliter la participation et la conduite du budget participatif, mais c'est aussi le moyen d'avoir un lien direct avec le porteur du projet, non seulement avec lui, mais également avec tous les Buccois qu'on voudra à un instant donné consulter sur un projet ou sur une question ou sur un point très spécifique sur lequel on souhaiterait avoir l'avis de la population, l'avis de tous les citoyens. Donc, cette plateforme
doit nous permettre aussi, doit vous permettre, parce qu'elle n'est pas uniquement accessible aux agents de la mairie, mais elle est accessible à tout le monde. Elle va permettre de suivre tous les projets en temps réel. Tous les projets qui auront été déposés par vous, les Bucquois, seront sur cette plateforme. Une fois qu'elles sont validées par les services, elles pourront être suivies jusqu'à leur réalisation. Et donc, l'objectif de la plateforme, c'est réellement de donner vie au budget participatif. Depuis le dépôt du dossier en ligne, son suivi, le vote même du projet sera effectué sur cette plateforme. Alors maintenant, voilà un exemple de choses que vous pourrez voir sur cette plateforme sous forme de vignettes miniatures. Par exemple, ici, on a un projet sécuriser l'accès d'une école sur une avenue. On sait qui a déposé le projet, on sait dans quel critère a été retenu par la mairie, l'emplacement, le coût. Là, on connaît bien le coût puisque c'est un projet qui est réalisé. À côté, par exemple, vous êtes dans une phase où là, on est sur un nouveau projet. Créer un inventaire photographique des végétaux, par exemple. Si on passe, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, là, on peut voir quelque chose de très important au niveau du dialogue mairie-porteur de projet, une réponse officielle. Cette réponse officielle va vous dire si vous êtes lauréat. Elle va vous dire également si vous avez été refusé par le comité de sélection suite à la phase dépôt de projet. La phase description vous permet de rentrer plus profondément dans le projet et une situation, une localisation pour voir où se situe ce projet. Et à droite, par exemple, on retrouve les phases, le timing. Et par exemple, ici, on voit qu'on est dans une phase projet réalisé. Alors là, on ne vous montre pas tout parce que est associé à ça un questionnaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un dialogue permanent avec le porteur de projet, qu'on soit citoyen ou personnel de mairie ou élu. Juste une question là par rapport au budget participatif et à la démocratie constructive. Donc, que je réponds rapidement. À la démocratie constructive, c'est quoi? C'est effectivement la possibilité de donner les moyens à tout le monde de participer, de donner leur avis sur des projets, mais surtout d'entendre, et nous, au niveau de la mairie, d'entendre ce que souhaitent mettre en place les Bucquois à travers ces projets. Ça a été un exemple là ce sont des petits projets, mais également à travers la plateforme, s'adresser et mieux communiquer sur l'ensemble des projets structurants qui pourront être mis en place dans la durée de ce mandat. Dans une question aussi qui est intéressante, qui était posée par rapport au projet et au choix des projets par rapport au budget. Donc, sur la plateforme, il va y avoir un vote des projets qui va être, chacun doit voter pour 3 projets, donc par ordre de priorité. Donc, et l'enveloppe des 100 000 € est attribuée de cette façon-là. Évidemment, s'il y a des projets, là je vois dans la question 20, 20, 70, il y a un comité de sélection qui doit faire effectivement cette répartition en fonction des projets prioritaires de façon à bien allouer cette enveloppe aux projets qui seront sélectionnés. Donc l'objectif, c'est d'utiliser l'enveloppe au mieux et de ne pas forcément l'utiliser sur un seul projet à un instant donné. Maintenant, nous allons passer au thème suivant. Alors juste peut-être une ou deux questions avant. Comment se procurer la fiche de dépôt de projet? Oui, la fiche de dépôt de projet sera mise en ligne sur la plateforme très récemment. Je ne l'ai peut-être pas mentionné, la plateforme sera disponible d'ici quelques semaines. Et la fiche sera mise en ligne sur la plateforme et tout le monde pourra mettre un résumé de leur projet dans la fiche. S'il y a des projets qui nous ont été, il y a une quinzaine de projets qui nous sont déjà parvenus ici à la mairie, parce qu'on avait dit que vous pouvez le faire directement par mail. Nous avons déjà reçu une quinzaine de projets. Merci, ça démontre déjà en l'espace de je pense 2 semaines de lancement que c'est déjà très positif.
ces projets, nous allons effectivement le transformer, le mettre dans la fiche et le mettre sur la plateforme. Voilà, nous pouvons passer au point suivant. Il y avait une dernière question qui est arrivée. La deadline pour la remise des dossiers, vous avez jusqu'à fin novembre, Monsieur Robert ou Madame Robert. Conseil de quartier, nous allons profiter également du fait que nous nous lançons dans les projets, les budgets participatifs. Je passe rapidement dessus pour vous dire que nous relançons. On a eu beaucoup de demandes pour dire qu'est-ce qu'il advient des conseils de quartier. Nous relançons, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose que nous allons laisser tomber. Ça forme partie de la démocratie constructive, de la démocratie locale, c'est d'entendre les citoyens. Nous voulons revoir les conseils de quartier. Aujourd'hui, il existe 3 quartiers, mais Buc a beaucoup évolué dans le temps. Il y a une proposition qui semble faire sens. On va en discuter de ça dans la commission dédiée, dans la commission démocratie locale notamment. Voir s'il faut aujourd'hui avoir 4 quartiers, un qui est plutôt à l'entrée nord de Buc, le quartier Cerf-Volant. Alors jusqu'où on le fait aller, jusqu'à rue de la Boulinière, jusqu'à Genevrière, on en débattra, on verra. Alors, un autre quartier qui est plutôt le cœur village, Buc-Château fonctionne bien, et puis un autre quartier qui est plutôt du côté Buc-Sud, Fort de Buc. Donc, ça, c'est une proposition qui est sur la table et qui peut être évidemment et qui doit être discutée pour trouver un consensus autour de ça. Donc, l'objectif, c'est d'arriver d'ici la fin de l'année à valider définitivement le contour des quartiers et nous invitons dès à présent tous les Bucois qui souhaitent participer dans ces différents conseils, parce qu'il faut les renouveler, à nous faire part de leur candidature. Donc, n'hésitez pas, nous relançons les conseils de quartier, on doit les renouveler et c'est le bon moment de candidater. Merci. Merci beaucoup, John. Merci, Jean-Paul. Juste avant de poursuivre et de laisser la parole à Bernard Millet-Rousseau, il y a 2-3 questions à prendre. Je vois qu'il y en a une sur une association peut-elle déposer un projet? En fait, non, la réponse, c'est un porteur de projet doit être unique. Donc, une association doit avoir un référent unique. Et puis, sinon, sur les conseils de quartier, quelqu'un nous disait Buc Sud devrait peut-être s'appeler Buc Fort, ce serait plus smart. Voilà, bah, écoutez, ça rejoint notre proposition également. Alors, il y a une autre question qui nous dit pourquoi faut-il renouveler les conseils existants? Ils étaient élus pour 3 ans, il y a à peine 1 an. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Ceci dit, juste avant les élections, il y a un certain nombre de personnes qui n'avaient pas pu, parce qu'étant sur des listes, finalement s'impliquer dans les conseils de quartier. Et il y a eu, suite à ça, des demandes de ces personnes qui souhaitaient s'investir pour pouvoir reconstituer les conseils de quartier. C'est la raison pour laquelle on envisageait effectivement de rouvrir comme ça. Pour candidater, c'est très simple. Si vous envoyez un email à l'adresse cabinetdumaire@mairie-buc.fr, votre candidature sera bien reçue. Je vais écrire l'adresse là tout de suite dans la conversation, comme ça tout le monde pourra le noter. Alors, oui, question corollaire, est-ce que les conseillers de quartier élus en 2020 doivent reposer candidature? J'aurais tendance à dire oui, mais je pense qu'il faut laisser la commission qui va travailler sur le sujet et qui se réunit très prochainement peut-être bien définir les règles de ces conseils de quartier. Une association peut-elle déposer un projet, Madame Genova? Oui, évidemment, c'est ce que Monsieur Bizot a mentionné tout à l'heure. Une association, un projet, un référent, un projet. Donc ça, c'est ce qui sera précisé. Je regarde s'il y a d'autres questions. Voilà, c'est bon. Du coup, je vous propose de passer au point suivant, qui est le point d'urbanisme, qui a occupé pas mal les équipes pendant l'été et cette rentrée. Et je vais céder la parole à Bernard Millet-Rousseau. Bien, écoutez, bonsoir. J'aborde donc le thème urbanisme avec 3 sujets.
qui sont prioritaires à nos yeux car structurants pour notre commune. Alors sur ce premier slide, nous avons placé en référence la fiche thématique numéro 1, car cette fiche doit nous guider dans l'ensemble de nos démarches en ce qui concerne l'urbanisme. Je vais pas rassurez-vous, je ne vais pas la lire en détail, ce n'est pas le but, mais chacun peut s'y référer. Sur la gauche, 2 clins d'œil. Tout d'abord, le nouveau gymnase dont Stéphane Grasset a parlé tout à l'heure, que nous avons terminé et réceptionné. Donc le nouveau gymnase que nous avons terminé et réceptionné. Et comme l'a dit Stéphane, écoutez, il commence par accueillir les scolaires depuis hier. Juste au-dessous, ce qui pourrait devenir dans les années à venir, si nous en avons les moyens, le jardin des senteurs à usage notamment des résidents de l'EHPAD et de la résidence senior. Alors le premier sujet, l'OAP2, dossier dans lequel nous nous sommes donc immergés depuis début juillet. Je rappelle que ce projet impacte 3 rues. Nous avons la rue Blériot, nous avons l'avenue Huguier et la rue des Lavandières. Vous avez sur la gauche quelques vues. Pour certains d'entre vous, peut-être vous les découvrirez parce que ce n'est pas tous les jours qu'on va cheminer là-bas dans ce secteur pour certaines parties de cette OAP. Et sur la partie droite du slide, vous avez en trait rouge le périmètre initial de cette OAP et en trait vert le périmètre intégrant les acquisitions foncières faites par la commune. Alors, quel est notre objectif sur cette OAP? Tout d'abord, et ça fait partie aussi d'un message fort dans notre campagne, c'était développer le cœur village avec des commerces de proximité. Le deuxième point, la volonté de limiter la densification en termes de nombre de logements, en termes de nombre de véhicules se trouvant sur zone, en termes de stationnement. Le troisième sujet, là aussi, c'était un point important que nous avons eu l'occasion de décrire pendant notre campagne, c'était d'aller vers des opérations de dissociation du bâti et du foncier afin de baisser les coûts d'acquisition, notamment on pense aux jeunes ménages qui sont en dehors des barèmes pour les logements aidés, mais qui n'ont pas assez de moyens pour faire des acquisitions sur BUC. Quatrième point, c'était ouvrir des perspectives au niveau de l'urbanisme sur l'avenue Huguier et sur la rue Blériot. Et enfin, créer une liaison douce entre les rues Blériot et la rue des Lavandières. Voilà notre objectif global sur cette OAP. Alors, quelles ont été nos actions? Tout d'abord, de s'imprégner de l'état du dossier. Vous pourriez penser que c'est quelque chose de trivial de le dire, mais je vous dis, moi, que ça a été difficile de pouvoir s'imprégner de l'état du dossier parce qu'il a été compliqué, voire impossible dans certains cas, de remettre la main sur des documents, j'allais dire, un petit peu structurés sur cette OAP. Je rappelle que l'emprise est quand même de 8300 et quelques mètres carrés. Le foncier maîtrisé par la commune, 2510 mètres carrés, qui ne représente que 30% de l'emprise globale pour un coût élevé. Alors, de dire coût élevé de 4 millions d'euros, je dirais que c'est presque un euphémisme. Pourquoi? Eh bien, quand on regarde le prix moyen au mètre carré du foncier acheté par la commune, ce prix moyen est très supérieur à ce qui peut être considéré comme raisonnable. Et pour affirmer cela, nous nous appuyons par exemple sur le prix au mètre carré du terrain du projet de la maison médicale et sur celui du terrain Pagès qui a été acquis très récemment. Nous sommes dans un rapport de 1 à 3 ou de 1 à 4. Avec les conséquences, la conséquence assez désastreuse d'avoir fait monter les enchères. Nous avons donc une charge élevée de l'emprunt en face de nous sans qu'aucun projet concret n'ait vu le jour. Et ça, c'est quand même un point que nous tenions à souligner ce soir. Bon, il resterait à maîtriser pas loin de 6000 m². Et quand on se penche sur les premières estimations de seuil de rentabilité pour un programme de logement, on s'aperçoit qu'il faudrait passer au-dessus de la barre des 200 logements pour arriver à un seuil de rentabilité, j'allais dire, raisonnable. Je rappelle que dans cette OAP, dans le PLU 2018, il était indiqué que nous visions
Quand je dis nous, la commune visée, 50 à 60 logements seulement. Donc, voyez un petit peu la quadrature du cercle auquel nous sommes confrontés. Quelle était notre orientation? Quelle est notre orientation? J'attends que le slide change. Pardon. Il arrive. Très bien. Merci. Alors, nous ne nous interdisons aucune idée sur ce sujet-là. Nous avons décidé de remettre à plat complètement cette OAP. Et nous avons rencontré 8 promoteurs. D'ailleurs, on en rencontre un ou deux de plus dans les jours qui viennent. Pourquoi? C'était en vue d'obtenir des alternatives de scénario. Donc ça nous a quand même occupé un petit peu pour les rencontrer, leur expliquer la problématique et attendre d'eux des scénarios. Ensuite, nous avons regardé, et nous sommes en plein dans cette étude, pour voir si le foncier pouvait être porté, par exemple, via un établissement public foncier qui est un organisme national, avec une représentation très forte dans les Yvelines. Et donc, on regarde si cela ne serait pas possible. Ensuite, nous avons décidé de rencontrer les propriétaires impactés par le périmètre initial. Quand on dit impactés, c'est les propriétaires internes au périmètre rouge et les propriétaires externes à ce périmètre et qui sont donc impliqués. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure dans la liste de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir, j'ai cru reconnaître un ou deux noms, et c'est très bien. Et donc, nous sommes en train de voir comment nous pouvons organiser cette rencontre en fonction des précautions sanitaires qui nous sont exigées. Mais nous allons le faire dans les prochains jours. Ensuite, nous allons recueillir les alternatives de scénarios, et ça c'est déjà en cours, puisque pour un promoteur au moins, nous avons deux promoteurs, pardon, nous avons déjà des scénarios qu'ils sont venus nous présenter. Et les autres vont le faire dans les jours et semaines qui approchent. Ensuite, on présentera donc nos propositions de scénarios aux propriétaires impactés. D'abord, ça nous paraît indispensable, et ensuite aux Bucois, et ça restera à organiser dans les contraintes, avec les contraintes que nous connaîtrons dans les semaines à venir. Ensuite, nous passons à l'OAP 4. Alors cette OAP, il est bon de préciser que quand on parle de l'OAP 4, c'est toute la zone jaune que vous avez sous les yeux. En fait, il y a 3 parties distinctes. Il faut bien comprendre que l'OAP 4, ce sont, pour la grosse partie que vous avez sous les yeux, dans les 2 projets, ce sont des projets privés. Ce sont 2 projets distincts. Alors quand je dis 2 projets, vous avez sur la gauche le projet qui est la zone d'activité de la jeunesse que tous les Bucois connaissent plus ou moins, avec une bonne vingtaine d'entreprises qui sont présentes, peut-être même proche d'une trentaine aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle donc cette partie de projet Ouest Jeunesse. Et puis tout à fait à l'extrémité droite de l'image, vous voyez à l'est la zone de la maison Blériot et de ses dépendances. Ça fait l'objet d'un 2e projet privé. Et ensuite, sur le bas à gauche de l'image, toujours en jaune orangé, là, vous avez le fameux terrain Pagès qui fait aussi partie, dans le PLU 2018, il était partie intégrante de l'OAP 4. Donc, c'est aussi, et c'est celui qui a été acquis très récemment par la commune. Je crois que M. Grasset, notre maire, a signé l'acte de vente il n'y a pas très longtemps. L'encre doit être encore chaude. Voilà, donc c'est bien 3 parties distinctes. Alors, qu'avons-nous fait sur ce sujet de l'OAP 4 ? Eh bien, depuis juillet, là encore, nous nous sommes imprégnés de l'état du dossier. Ensuite, les porteurs du projet Ouest Jeunesse sont venus en mairie nous faire une présentation complète devant le maire, devant les personnes des services, directrice générale des services, le service urbanisme et le service finance, pour vraiment que toutes les parties prenantes dans un tel projet écoutent et voient ce qu'il y avait, à écouter et à regarder sur ce projet. Nous avons ensuite, au niveau d'interne des équipes, formalisé nos demandes, les demandes de la commune
par exemple le respect de la lisière du massif forestier, qui était un point important, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur cette OP4, il y avait énormément de réactions, notamment parce que la lisière du massif forestier, c'est un massif forestier de plus de 100 hectares, ça répond à des réglementations très particulières. Donc je rappelle le contentieux qu'il y avait eu là-dessus. Et donc il faut vraiment prendre en compte un certain nombre d'exigences. Nous les avons formalisées. Alors il n'y a pas que ces types d'exigences-là, il y en a d'autres. Et nous allons, dans les semaines à venir, trouver une date avec le porteur du projet pour présenter les demandes de la commune. Voilà pour cette partie ouest-jeuneste. Maintenant, si nous passons à la partie est, Maison Blériot, là nous sommes imprégnés de l'état du dossier. Et ensuite, nous avons eu, il y a quelques semaines en mairie, une première esquisse de ce que pourrait être ce projet, et toujours pareil, par le porteur privé du projet, son architecte, etc. Et maintenant, il nous reste à organiser sur site une rencontre pour voir comment peuvent être au mieux prises en compte les problématiques de circulation, de sortie, d'entrée de parking, etc. Circulation douce, j'allais l'oublier, etc. Voilà pour cette OAP 4. Maintenant, en parallèle à ces deux OAP, puisque vous avez bien compris qu'il fallait évoluer dans notre façon de percevoir ces deux OAP, eh bien, nous préparons actuellement un dossier de modification du PLU. Donc, nous pouvons dire que nous sommes déjà bien avancés dans les items sur lesquels nous devons faire évoluer les textes. Ensuite, nous avions décidé, avec Stéphane Grasset et les services, de rencontrer on a changé, ça va revenir. Voilà, de rencontrer l'inspectrice régionale des sites de la DRI 2E, c'est la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France. Alors, pourquoi nous tenions à rencontrer cette personne que nous avons donc rencontrée il y a une quinzaine de jours maintenant? Pour la petite histoire, en 2 ans et demi, depuis 2 ans et demi qu'elle était en poste dans cette direction-là, elle n'avait eu aucun contact avec la commune. Et donc, elle était finalement très satisfaite de pouvoir venir nous rencontrer sur site. Et cette direction régionale donne un avis technique sur tous les travaux qui impactent tous les sites qui constituent un patrimoine national protégé. C'est donc une étape incontournable. Et nous avons bien compris que cette personne travaillait en étroite collaboration d'ailleurs avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. Ensuite, nous avons aussi décidé de rencontrer la directrice de la CAE 78, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Yvelines. Nous la verrons le 16 novembre, vous voyez, c'est bientôt. Pourquoi? Parce que la commune n'était pas adhérente de ce Conseil d'architecture et nous avons donc décidé de devenir adhérent de cette CAUE. C'était une des rares communes, Buc étant l'une des rares communes du secteur à ne pas être adhérent. Ensuite, lancer la prise en compte du terrain Pagès dans une réflexion d'ensemble, et ça c'est à organiser, le chantier est devant nous. Voilà pour dire 2 mots de la façon dont nous nous y prenons pour faire évoluer les règlements du PLU. J'en arrive au 3e thème d'urbanisme que nous avons choisi pour ce soir, le projet de maison médicale. Alors là, on va aller droit au but. Nous avons décidé de stopper définitivement le projet initial et ça s'est passé en bureau municipal le 12 octobre dernier. Vous voyez que ça n'est pas vieux. Mais nous avons aussi décidé de lancer un nouveau programme. Et ce nouveau programme, nous le conduirons en collaboration avec l'ARS dès le départ et bien sûr avec les professionnels de santé, etc. Et ce nouveau programme pourrait être localisé, par exemple, sur le terrain Pagès, auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Alors pourquoi nous avons pris cette décision?
Vous savez bien que les Bucquois savent tous que ce projet de maison médicale a fait couler beaucoup d'encre pendant la campagne, avant et pendant la campagne. Donc, nous nous sommes imprégnés du dossier, vraiment pour regarder un petit peu tous les aspects, et surtout, nous souhaitions le plus vite possible avoir une présentation détaillée, complète de ce projet par l'architecte. Et vous voyez que, et ce n'est pas parce que nous avons manqué d'entêtement et de persévérance, hein, mais nous n'avons pu rencontrer l'architecte ici en mairie que le 8 septembre dernier. Et nous nous sommes aperçus que l'architecte en question, c'était le troisième architecte sur ce projet. Donc, vous pouvez poser quelques questions sur la maîtrise d'œuvre. Voilà. Et suite à cette présentation, dès le lendemain de cette présentation, nous décidions de geler, mesure conservatoire, geler le projet sur 2 mois maximum, pour nous laisser le temps vraiment d'analyser en détail ce projet. Nous l'avons fait au travers de 26 critères que nous avons évalués. Et sur 26 critères pris en détail, eh bien, nous en avons évalué 20 qui sont soit faibles, soit négatifs. Les faibles, c'est les petits bonhommes, les petits smileys rouges avec du blanc dedans, et les négatifs, c'est les smileys tout rouge, tout rouge, tout rouge. Alors, si vous comptez bien, vous n'en trouverez pas 26, vous n'en trouverez que 25, parce qu'un 26e s'est trouvé ajouté après cette étude au niveau de l'ascenseur, qui n'était finalement plus un ascenseur, mais un véritable monte-charge. Voilà. Alors, parmi les critères, vous avez la gestion d'une pandémie type Covid-19. On voyait très bien que les locaux n'étaient pas conçus pour cela. Les problèmes de stationnement, je vais vite, mais on pourrait y revenir si ça intéresse certains, qui étaient vraiment notoirement insuffisants. Les interférences entre véhicules, enfin les risques d'interférence entre les véhicules, les piétons ou les véhicules et les PMR. Le problème de densification de ce secteur-là, rue Colin-Mamet, qui est déjà une rue passagère, une rue où il n'est pas facile de circuler, avec les 2 angles droits à chaque extrémité de la rue, avec un problème de stationnement, qui n'arrange rien, avec pharmacie et le commerce d'à côté, etc., etc. Et donc, ça pose un tas de problèmes. Et puis, nous avons donc en même temps décidé de rencontrer l'ensemble des entreprises qui s'étaient vues attribuer les 10 lots. En fait, ça fait 9 entreprises. Une entreprise avait 2 lots. Pourquoi avons-nous tenu à les rencontrer ici en mairie? C'était déjà de voir comment elles avaient vécu la pandémie et donc l'arrêt du chantier. Alors nous les avons vus bien sûr individuellement, comment elles s'étaient sorties de ce confinement, comment elles voyaient leur marché sur l'année 2020 en global par rapport à 2019, et comment elles évaluaient leur situation pour 2021. Tout cela afin d'évaluer d'une part le coût d'arrêt du marché, et deuxièmement, évaluer si nous étions face à un ou plusieurs risques juridiques du fait de mise en faiblesse d'une entreprise. Bon, il se trouve que l'ensemble a été évalué à un coût supportable, et bien sûr, on tiendra les engagements en cas de rupture d'un marché public, bien évidemment, et nous avons estimé les risques juridiques ou de mettre de mettre à mal une entreprise faible. Voilà les raisons de notre décision. Ce que je peux en même temps vous dire, c'est qu'il nous faudra maintenant relancer donc un nouveau programme, mais cette fois-ci sans brûler d'étapes et en nous laissant le temps nécessaire à une étude d'opportunité, de faisabilité technique et financière, ce qui n'existait pas sur le projet initial. Nous avons vainement cherché une quelconque étude complète sur le projet initial, et nous ne l'avons jamais trouvé. Voilà. Et pour finir, simplement, je vous dirais que le thème de l'urbanisme, bien sûr, est important comme beaucoup d'autres thèmes, et que le 18 novembre prochain, eh bien, nous réunissons la commission, qui est une commission qui traite de l'urbanisme et qui traite aussi de l'environnement,
Et donc, nous aurons plaisir à travailler avec les membres de cette commission. Et bien maintenant, je retransmets la parole à Stéphane. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Bernard. Alors, on va prendre quelques questions qui ont été posées, questions ou remarques. Il y en a un concernant l'OAP4 en disant effectivement, les Fassé nous dit il n'y a plus d'OAP4. Effectivement, formellement, il n'y a plus d'OAP4 dans la mesure où, suite au recours qui a été déposé, elle a été retoquée et donc nous sommes revenus dans le cadre du PLU précédent. Donc, c'est plutôt par abus de langage et pour simplifier la compréhension que nous continuons à parler d'OAP4, mais formellement, il n'y a plus d'OAP4. Autres questions qui sont posées. Est-ce que… alors, attendez, je prends les questions. Nous serons confrontés aux mêmes difficultés de circulation chemin de la jeunesse si le terrain Pagès est retenu. Alors, pas vraiment, parce qu'on n'est pas du tout sur la même surface. On est sur 3000 m² côté terrain Pagès, ce qui nous permettrait effectivement de faire un parking correctement dimensionné, ce qui n'est absolument pas le cas sur le projet de la maison médicale. J'en profite pour répondre à une autre question qui était posée sur les critères. Un des critères, c'était celui-là. Quand on évoquait le projet de maison médicale avec des spécialistes, ils nous disaient globalement, il faut compter à peu près 3 places de parking pour un cabinet. Or là, il était prévu 10 cabinets et 14 places de parking. Donc, on se serait retrouvé en fait avec quelque chose, c'était un des éléments, quelque chose de très difficile à gérer sur la durée. Autre point, que va devenir le terrain qui a été acheté? Effectivement, c'est une bonne question. Il y a plusieurs pistes qui sont étudiées actuellement. Il n'y en a aucune qui est réellement privilégiée pour le moment. On étudie les différentes possibilités. Je pense que ce sera traité aussi en commission urbanisme notamment. Est-ce que le conseil de quartier sera consulté sur les projets de l'EAP4? Alors, je dirais que non, pas sous cette forme-là, dans la mesure où c'est un projet privé. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on fait en sorte que notre PLU soit absolument et scrupuleusement respecté. Alors, j'en profite pour dire que la commune avait fait appel suite au recours des AVB sur l'OAP4 et nous avons renoncé à l'appel dans la mesure où nous nous engageons à respecter scrupuleusement l'espace boisé classé et c'est la raison pour laquelle nous avons renoncé à l'appel et on évite par ce biais-là aussi des dépenses d'énergie et un peu d'argent pour tout le monde. Que devient le bâtiment Louis Blériot? Alors, le bâtiment Louis Blériot, dans les projets que nous avons vus pour le moment, la maison Louis Blériot reste là. Elle fait partie des maisons remarquables et elle est toujours prévue. Donc, non, il n'est pas du tout prévu par les propriétaires actuels d'en faire un parking. D'autres questions? Alors, s'il y a des frais et des coûts liés à l'arrêt du projet de maison médicale, si oui, qui va les payer? Alors, oui, il y en a et c'est la commune. Mais en fait, on a estimé que et une autre question, à combien il s'élève? Alors, on a une fourchette qui s'élève entre 200 et 240 000 euros. C'est la fourchette que nous avons pour le moment. Et pourquoi est-ce qu'on s'est lancé ça? On s'est lancé quand même dans cette décision, vous me direz, alors que par ailleurs, on dit que nous avons des difficultés budgétaires. Tout simplement parce que le projet sur la durée, et quand je parle sur la durée, c'est sur une durée de 20 ou 30 ans, ne nous paraissait vraiment pas viable sur un plan opérationnel, et qu'en démarrant un nouveau projet, en impliquant dès le départ l'ARS, nous prenons le pari que nous aurons effectivement des subventions qui nous permettront justement de compenser les 250 ou 200 000 euros que nous aurons à payer. Une autre question, c'était sur l'ex-OAP4. Qu'est-ce qu'il est prévu de faire des entreprises qui sont là, des artisans? Alors, ce qu'il est prévu, effectivement, c'est sur la zone industrielle, sur la ZAE, il est prévu d'avoir un espace sur lequel on transférera et on créera une zone artisanale.
On aura l'occasion d'y revenir ultérieurement, on ne va pas le préciser maintenant, mais c'est quelque chose qui est prévu conjointement avec VGP. C'est un terrain qui est détenu conjointement par VGP et par la commune. D'autres points, est-ce que les Bucquois voteront pour l'OAP2? Alors, non, les Bucquois ne voteront pas pour l'OAP2. Par contre, très clairement, nous ferons une concertation des Bucquois pour leur présenter les projets et que ça se passe de cette manière-là. Mais la responsabilité restera celle de la municipalité. Mais par contre, on s'engage vraiment à évoquer l'ensemble des scénarios possibles avec les riverains. Est-ce qu'on a estimé le nombre de logements qui pourraient être créés dans l'OAP 4, compte tenu du recul de 50 mètres imposé par rapport au massif boisé? Alors, il y a des options. Peut-être que Bernard, tu peux répondre sur ce point-là. Oui, alors, dans le projet qui nous a été présenté, et qui, bien sûr, pour l'instant, ne tient pas compte des demandes, exigences que la commune aura à formuler. Nous sommes aux alentours de 80-90 logements. Voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Bon, donc, nous verrons bien les impacts des demandes de la commune, vers quel chiffre on arrivera. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je rebondis sur une autre question là qu'on m'a soumise. Il faudra veiller à éviter les stationnements. Alors ça c'est en fonction du nouveau gymnase, hein, relatif au nouveau gymnase. Il faudra veiller à éviter les stationnements sur la piste cyclable près du gymnase. Alors effectivement, dans l'étude des flux des stationnements à laquelle Stéphane Grasset a fait allusion tout à l'heure, la question des stationnements sauvages sur cette piste cyclable est prise en compte. Hein. C'est un sujet qui est déjà ressorti à de multiples reprises. Nous savons que c'est problématique. Il faut que nous résolvions ce problème-là pour qu'il n'y ait aucune interférence entre piste cyclable et véhicules. Il ne devrait plus y avoir de stationnement sur la longueur le long du stade. Vous savez que là encore, le nouveau gymnase ne tenait pas compte de places de stationnement en nombre suffisant. Eh bien, il va falloir qu'on intègre tout ça. Alors, il y a pas mal d'autres questions. On me dit par ailleurs qu'il faut que je regarde bien les caméras quand je parle, mais en fait, comme j'ai les différents papiers avec les questions, c'est difficile de m'en excuser. À quel horizon imaginez-vous réaliser l'OAP2 sans expropriation? Alors, nous allons nous efforcer de le faire rapidement, tout simplement parce que ce foncier, c'est quasiment 4 millions d'euros que nous avons aujourd'hui. Il faut pouvoir s'en défaire rapidement. Mais on va le faire sans précipitation. Mais nous avons, comme Bernard l'a dit, déjà rencontré beaucoup de promoteurs. Nous leur avons soumis un certain nombre d'idées. Et je pense que si les projets sont satisfaisants, et s'ils peuvent satisfaire effectivement les Bucquois que l'on va consulter sur ce sujet-là, ça nous permettra d'avancer rapidement, nous l'espérons. Pour l'instant, nous n'avons pas de timing précis parce que ça dépend effectivement de la qualité des projets que nous aurons en retour. D'autres questions? Alors j'en ai une, c'est est-ce que le conseil de quartier du château sera consulté sur les projets de l'OAP4? Alors effectivement, je pense que c'est intéressant d'avoir les réflexions et les propositions. Quelqu'un nous disait, est-ce qu'on peut faire des propositions pour le terrain Pagès? Nous sommes preneurs de toutes les suggestions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que la maison médicale pourrait être bien située à cet endroit-là parce qu'on pourrait y faire les parkings. On se dit que le skatepark pourrait éventuellement être bien positionné là parce qu'il serait proche de l'espace jeune, il serait proche des collèges et des lycées. Mais nous sommes preneurs des propositions, des idées, des suggestions que les uns et les autres pourraient nous faire. Je continue à prendre les questions. Alors, avant de décider de l'emplacement de la maison médicale, ne faudrait-il pas voir l'ensemble du projet de l'ex-OAP4, les voies d'accès et de circulation? Alors, au-delà de l'ex-OAP4, c'est même le plan de circulation sur tout ce qui est autour du collège, du lycée et de Louis Blériot. Ce qui est très important pour nous, et nous allons entamer une étude sur les flux de circulation, c'est que, vous savez, il y aura très prochainement plus de 2000 enfants qui vont aller à Louis Blériot, au collège et au LFA. Et donc,
Ce qui est primordial, c'est qu'on puisse garantir l'accès à pied, en vélo, principalement, si on peut, en voiture, en transport en commun, en totale sécurité pour les enfants. Et je pense que tous ceux qui habitent là, tous ceux qui passent par là le matin ou le soir se rendent compte des risques que prennent les enfants parfois en traversant devant ou derrière les bus. Et donc, très clairement, il va falloir qu'on mette à plat le plan de circulation ici. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on fera en concertation avec les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est qui? C'est bien entendu les établissements. Ce sont les parents d'élèves qui doivent déposer leurs enfants à Louis Clément, à Louis Blériot. Ce sont les riverains. C'est le conseil de quartier ou les conseillers de quartier pour effectivement regarder les différentes solutions. On fera faire cette étude de flux. Bernard en a parlé tout à l'heure sur les organismes avec lesquels on travaille pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et une fois que nous aurons des données précises et des suggestions faites par des urbanistes, c'est en concertation que nous avancerons sur ce sujet-là. Je continue sur les questions qui me sont posées. Alors, bonsoir. La précédente municipalité n'avait pas effectué d'études de besoin de maison médicale. Allez-vous en faire une? Ni le département ni l'ARS n'ont situé Buc en zone de besoin de maison médicale, sachant que plusieurs seront construites à Montigny, Vélizy, etc. Pourquoi détruire le beau parc Pagès et sa zone humide irremplaçable? Alors, je ne suis pas persuadé qu'on ait une zone humide irremplaçable sur le terrain Pagès. Alors, quand on regarde, et j'en parle d'autant plus volontiers que le projet de maison médicale, au départ, on pouvait se poser la question sur son utilité. Mais effectivement, quand vous parlez avec l'EHPAD, par exemple, aujourd'hui, ils sont en manque de médecins. Ils cherchent désespérément un médecin coordinateur à 50% de son temps. Il y a de la même manière des besoins au niveau de la maison des sages. Et nous savons qu'un certain nombre de médecins arriveront sur les 2 à 3 ans qui viennent à la retraite, et ce qui posera probablement un problème de soins. D'autre part, l'apport de nouveaux habitants à travers l'OAP4, à travers demain ce qui est prévu éventuellement sur le fort de Buc, montre que cette croissance de population va probablement nécessiter aussi un apport en médecins. Donc, mais en prenant langue avec l'ARS dès le départ pour monter le projet, il y aura évidemment cette prise en compte des besoins. Alors, j'ai deux questions. Vous m'entendez? Oui, je crois qu'on m'entend. J'ai deux questions. L'une, pour le AP2, vous pensez informer et recevoir les propriétaires des biens immobiliers concernés quand? Je crois avoir répondu tout à l'heure. Nous avons, le plus dur a été d'établir la liste de tous les propriétaires impactés à l'intérieur du périmètre rouge et juste en limite. Nous l'avons. Maintenant, on est en train de regarder comment nous nous y prenons en fonction des exigences sanitaires, parce que nous souhaitons quand même une réunion en physique. Alors, on verra peut-être s'il y a des couples, on leur demandera d'être présents peut-être qu'une personne par couple. On va mettre tout ça en musique. Dans les jours à venir, vous serez très vite fixés. Et une deuxième question qui arrive ici, c'est si la maison médicale se fait sur le terrain Pagès, le coût global devra prendre en compte le coût d'acquisition de ce terrain, 2 fois plus cher que le terrain initial. Alors, je ne pense pas qu'il faille raisonner comme cela, parce que le terrain Pagès, comme Stéphane l'a dit, fait exactement 3078 mètres carrés. Le terrain du projet initial de maison médicale fait 932 mètres carrés. Et quand tout à l'heure, je faisais allusion à des références de coûts que nous avons, donc, premièrement, on ne va pas construire une maison médicale qui va tenir la moitié de 3000 mètres carrés. On saura faire et peut-être grouper avec d'autres choses. C'est des questions à se poser. Et je tiens simplement à dire que le terrain Pagès, en prix au mètre carré, puisqu'il s'agit d'une vente amiable, a été acquis à un coût très raisonnable, plus raisonnable que le terrain du projet initial de la maison médicale. Et comme je vous ai dit tout à l'heure,
de très largement plus raisonnable que le foncier qui a été acquis pour l'OAP2. Donc, vous voyez, on arrivera à avoir un coût global qui sera, je pense, très intéressant pour la commune en faisant une maison de santé, je vais l'appeler comme ça change de vocable, sur le terrain Pagès. Et alors, ne pourrions-nous pas prévoir des cabinets médicaux au Fort de Buc dans ce cas? Très sincèrement, nous n'avons pas parlé de l'OAP5 aujourd'hui. Je crois qu'il faut pour l'instant travailler en priorité l'OAP2 et entre guillemets l'OAP4. Il est trop tôt pour parler d'un éventuel OAP5 puisque vous savez que le terrain ne nous appartient pas au Fort de Buc. Mais bien sûr que c'est un sujet qui arrivera dans les années à venir. Voilà. Alors, il y a une question sur la prise en compte des éléments de développement durable, énergie renouvelable, etc. Oui, on s'efforcera effectivement que les projets prennent bien en compte ça. Sachez qu'en même temps, il y a, dans le cadre du plan de relance, des aides de l'État sur la rénovation des bâtiments publics dans le cadre de la réduction de la consommation énergétique. Donc, on va profiter de ça. Mais clairement, sur les nouveaux projets, c'est sûr que nous l'intégrerons. Oui, Bernard. Alors là, il y a une insistance de questions et de commentaires là, de donner les prix au mètre carré des terrains auxquels j'ai fait allusion. Alors effectivement, j'aurais dû commencer par ça. Il n'y a rien de secret puisque ça a fait l'objet de décisions en conseil municipal. Alors pour votre gouverne, vous pouvez noter que le prix au mètre carré du terrain Pagès est de 341 euros. 341 euros du mètre carré. Le prix du terrain du projet de la maison médicale initiale est de 598 euros au mètre carré. 598 euros. Et donc, quand je parlais tout à l'heure d'un rapport de 1 à 3 ou de 1 à 4 pour l'OAP, c'est même un peu plus de 4. Pour être très précis, c'est 4,64. Eh bien, faites le calcul vous-même. Donc, sur l'ex-OAP4, il y a la zone artisanale de la jeunesse. Alors, tout à l'heure, il y avait une question, une interrogation, la ZEE est protégée. En fait, c'est la zone artisanale de la jeunesse qui est visée. Alors, une question, c'est est-ce que les entreprises qui sont présentes sur la zone seront concertées à propos des loyers? Donc, oui, absolument. Toutes les entreprises qui sont là seront rencontrées pour savoir, si elles souhaitent continuer sur Buc, leur présenter à ce moment-là les opportunités sur la future zone artisanale qui serait faite dans la zone d'activité et d'évoquer avec elles les aspects financiers. Nous sommes bien conscients que les prix seront différents. Néanmoins, il est clair que l'environnement, la qualité des bâtiments sera également tout autre. Mais oui, absolument, elles seront concertées et on a prévu. D'ailleurs, nous avons demandé aux propriétaires de ces terrains aujourd'hui de nous donner la liste des entreprises présentes pour que nous puissions échanger avec elles. Alors, on a des questions sur l'espace jeune, etc. Où est-ce qu'il serait? Alors, c'est vrai que l'espace jeune, on prévoit de le remonter. Il y a plusieurs options. Une des options est de le mettre soit de manière temporaire, soit de manière définitive, dans l'ancienne salle senior de l'espace de l'école Louis Blériot. C'est ce qui est envisagé aujourd'hui. Donc, il y a des échanges avec l'école, on regarde ces aspects-là. Donc, est-ce qu'il empiéterait sur les locaux? Alors, sur les locaux de l'école Blériot, oui. Sur la salle senior qui était utilisée. La bibliothèque serait supprimée. Ce que nous regardons, c'est de ne pas pénaliser l'école Louis Blériot, notamment parce qu'il y a des projets d'extension de la partie anglophone que nous souhaitons effectivement soutenir et favoriser. Et on peut très bien envisager une solution temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire et quelque chose de plus pérenne ensuite. Alors, on me dit que l'ancienne salle senior que j'évoque est l'ancienne bibliothèque de l'école. C'est sûr qu'aujourd'hui, la bibliothèque est à côté et dans une salle beaucoup plus petite et ça suffit. Probablement,
en termes de surface. Alors, une question sur les projets proposés tiendront compte de l'artificialisation des sols. Alors oui, nous avons pris un engagement. Alors vous savez qu'il y a un engagement au niveau de la région Île-de-France, engagement que nous avons pris à notre niveau également, c'est d'avoir zéro artificialisation nette sur notre mandat. Donc oui, nous ferons très attention à cet aspect-là, bien évidemment. Alors, je continue sur les questions. Bernard. Toujours aux alentours, sur le terrain Pagès, vu les projets de construction de l'ex-OAP4, ne faut-il pas garder un espace nature au terrain Pagès? Et ça rejoint d'autres questions concernant aussi la pollution du terrain de l'ex-OAP4. Alors, d'abord, vous avez pu voir, ceux qui ne connaissent pas bien l'espace artisanal de la jeunesse, vous avez vu tout à l'heure sur la planche que je vous ai présenté un ensemble de photos. Vous voyez, si vous allez vous y promener, c'est ouvert, vous pouvez y aller. Vous verrez que c'est quand même pas du tout reluisant et que faire de l'habitat à la place de ces hangars qui datent d'un autre siècle, pour la plupart, avec sans doute des zones effectivement très polluées, c'est quand même d'une autre nature, tout à fait d'une autre nature. Et le projet qu'on nous a présenté respectait déjà un ensemble d'espaces verts et donc il faut le mettre dans la balance. Deuxièmement, alors bien sûr il y a de la dépollution à faire, mais je rappelle que c'est un projet privé et bien évidemment le porteur du projet avec les promoteurs, architectes, etc., intègre le fait qu'il va devoir dépolluer certains terrains, mais je dirais que c'est son affaire, il l'intègre dans sa rentabilité de projet. Pour le terrain Pagès, garde un espace nature. Alors déjà, le terrain Pagès, je rappelle que c'est une zone urbanisée, puisque vous avez une habitation principale, vous avez à côté de l'habitation principale un garage, et dans le fond du terrain, vous avez eu aujourd'hui, encore à travers l'herbe qui pousse, on voit très nettement qu'il y a une surface qui a été enrobée, qui n'est plus perméable du tout, qui n'est pas perméable, plus une autre petite construction. Alors, il ne faut pas non plus. C'est pas parce qu'on a présenté tout à l'heure une photo d'une partie du terrain où il n'y avait que de la pelouse qu'il faut penser que l'ensemble du terrain Pagès n'est que de la pelouse. C'est faux. Voilà. Et ensuite, une maison médicale avec les stationnements qui vont bien avec, rien ne nous dit aujourd'hui que nous serions contraints de mettre du stationnement en surface. Et même maintenant, les stationnements en surface, vous savez qu'on peut très bien les faire en perméabilisé, puisque c'est même de fortes contraintes qui sont faites. Mais on peut imaginer des stationnements en sous-sol. Après, c'est une question de rentabilité du projet. Et moi, je ne désespère pas de trouver des projets rentables avec éventuellement des stationnements en sous-sol. Alors, nous avons une remarque qui nous dit qu'effectivement, les prix des biens immobiliers acquis par la commune dans le périmètre de l'OAP2 a été fixé par les domaines. C'est vrai pour la plupart, effectivement, des acquisitions, sachant que les domaines donnent une fourchette. Donc, c'est vrai, c'est ce qui a été fait. Après, les prix donnés par Bernard tout à l'heure sont néanmoins très factuels. Alors, le chemin de la jeunesse est déjà très encombré, c'est exact, et c'est un des critères qui est important pour nous dans le cadre de l'ex-OAP4 pour éviter un nombre trop important de logements et donc de voitures associées à ce passage. Donc c'est vrai que alors il y a quelqu'un qui nous dit que la maison ne couvre que 10% du terrain, enfin que on dit que la maison ne couvre que 10% du terrain de Pagès au maximum. Ce que nous disons est faux. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que sur 3000 m², la maison couvre 10% du terrain. Ah ouais, c'est à peu près ça, effectivement. Peut-être. Oui. Ça fait 300 m² quand même au sol. Ouais. Alors, zéro artificialisation nette, j'ai bien dit que c'était sur le mandat. C'est vrai que ça commence bien si on urbanise le terrain Pagès. Il ne faut pas raisonner projet par projet, il faut raisonner dans son ensemble. C'est un engagement qu'on prend et on fera en sorte de le tenir. Pourquoi ne pas transférer l'espace jeune dans la maison des associations? C'est effectivement une option qui peut être intéressante, effectivement.
Voilà, je passe en revue les autres questions. Je pense que est-ce que les terrains seraient à dépolluer sur l'ex-OAP4? C'est possible, c'est de la responsabilité du vendeur de toute façon, et c'est pris en compte par le vendeur et les promoteurs avec lesquels il travaillerait. Voilà, Bernard. Une question, quelqu'un souhaiterait connaître les noms des promoteurs avec lesquels nous sommes en contact pour l'AP2. Alors, je ne vais pas répondre à cette question-là, pour la bonne raison que nous n'avons pas envie que les promoteurs eux-mêmes savent qui nous avons rencontrés. Voilà. Nous sommes interdits avec Stéphane Grasset de cibler des promoteurs particuliers. Nous voulions ouvrir le champ des possibles. Nous avions bien sûr compris que précédemment, quelques rares promoteurs avaient été contactés pour ce projet-là, qu'un certain promoteur avait même travaillé et sans doute énormément sur le sujet, mais nous avons ouvert le champ pour récupérer le maximum de scénarios possibles. Voilà, donc je ne citerai aucun promoteur. Il y a une remarque, une question qui nécessite une clarification. C'est OAP2, plus de 200 logements, combien de logements sociaux? Alors attention, il n'est pas question d'avoir 200 logements. Le chiffre qu'a donné Bernard tout à l'heure, c'était un retour d'un promoteur disant, sachant qu'ils exagèrent toujours, hein, de 2 promoteurs disant que pour 12 millions d'achats de foncier, pour rentabiliser ça, plus la construction, il faudrait faire 200 logements. Voilà. Mais c'est hors de question qu'il y ait 200 logements là-bas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quels que soient les projets, quel que soit le nombre, notre demande sera d'avoir 30% à peu près de logements sociaux sur tout nouveau projet. Maison médicale, pourquoi ne pas profiter du bâtiment Vinci? Je pense qu'on a un prix probablement trop élevé à ce niveau-là, et il y a des projets d'entreprise et c'est beaucoup trop grand également pour… Il fait 3600 mètres carrés de plancher. Je pense qu'on a traité… alors, pourquoi ne pas réserver le terrain Pagès pour les jeunes, puisque de skate, c'est une option qui, effectivement, je l'ai cité tout à l'heure, je n'ai peut-être pas été assez clair, on envisage effectivement comme option de pouvoir le mettre là. Je vous propose, un grand merci pour toutes ces questions, mais je vous propose qu'on passe au point suivant de l'ordre du jour. On avait dit, on a traité beaucoup de questions. Et donc, je vais céder la parole à Céleste Messina, première adjointe et en charge de l'activité économique et des solidarités, qui va nous parler du développement économique et des commerces. Merci Stéphane. Donc, on va parler ce soir de 2 aspects importants du développement économique sur la zone d'activité économique, une image en haut à gauche, et en bas, les commerces représentés par l'image de la place du marché. Donc, sur la zone d'activité économique, voilà, je voudrais quand même citer Michel Fastret, conseiller municipal, qui est très impliqué aussi dans le travail qu'on fait dans cette zone d'activité économique. Alors, pourquoi c'est important? Bon, c'est important puisque, comme vous voyez sur l'image à droite, ça prend quand même pas mal de place dans le sud de la commune, entre les loges, Toussus, ça comprend aussi Intermarché, c'est près des stades. Donc, c'est toute cette partie au sud de la ville et important, ça représente 45% de notre budget de fonctionnement. Donc, il est essentiel que cette zone vive, que cette zone soit attractive. Donc, sur cette zone, on a plus de 260 entreprises. On a à peu près 5000 emplois. Si tu peux revenir, Stéphane, j'ai oublié. On a 5000 emplois à peu près, mais on n'a pas beaucoup de Bucquois. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos objectifs. C'est de faire venir des entreprises qui pourront employer des Bucquois avec les compétences qu'ont les Bucquois. Alors, la ZAE fait partie de notre héritage. Elle a été fondée en 1972, donc bientôt 50 ans. Il y a 243 000 mètres carrés de surface de travail dont une partie n'est pas occupée. Enfin, il y a des bureaux, des ateliers, etc., des entrepôts, des bureaux difficiles à trouver, pour lesquels on trouve des locataires. Alors, on nous a dit, bon, mais on ne peut rien faire sur la ZAE parce que c'est VGP, donc Versailles Grand Parc, qui gère. Mais nous, on a voulu comprendre.
Donc, voilà ce qu'on a trouvé sur le transfert de la ZAE à VGP. Donc, à l'intérieur de la ZAE, donc, ce sont les cercles en bleu, là. C'est effectivement VGP qui est responsable de la création, de la gestion, aménagement et entretien de pas mal de choses, de toute la voirie, les routes, les pistes cyclables, les eaux pluviales, usées, potables, et puis l'électricité, tout ce qui va avec, l'éclairage, les espaces verts et publics. Donc, ça fait beaucoup. Par contre, c'est VGP qui mandate la commune pour faire la maintenance technique, donc BUC et maîtrise d'ouvrages délégués. Peu importe, mais on est remboursé pour nos dépenses 2 fois par an. Donc, c'est VGP qui prend en charge les dépenses, mais c'est BUC qui les effectue. Ensuite, on a aussi une autre partie de la ZAE qui est, ce sont des voies mixtes. Alors, indiquées ici en rouge, donc ce sont les voies qui contournent la ZAE. Donc, c'est la voie de la rue de la Minière qui passe devant General Electric. C'est l'avenue Bunemer entre Intermarché et une partie de la ZAE. C'est l'avenue, excusez-moi, Roland-Garros qui passe devant les stades et puis qui va Morand-Saunier devant les stades et Roland-Garros qui va jusqu'à Renault qui est à la sortie de Buc vers Toussus. Donc, cette partie de la ZAE, c'est prise en charge un peu plus de la moitié, 60% par Buc et 40% par VGP. Et le contrat qu'on a avec VGP sur le transfert a commencé en 2017. Donc, l'engagement, c'était 1 million engagé sur 4 ans jusqu'à l'an 2020. Mais avec tous les projets qu'ont entamé la municipalité, c'était reporté en 2021. Le budget de la voirie cette année 2020 était 300 kg € pour tout Buc. Donc, vous voyez que ce n'est pas suffisant par rapport à cet engagement. Ça comprenait aussi la ZAE, même s'il y a des choses qui ont été faites. Donc, à l'avenir, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment pouvoir bien suivre ces dépenses et c'est pareil, et bien identifier les dépenses ZAE et la commune. Donc, on va faire 2 choses. Nous, on fait 2 choses. On travaille sur le développement de cette zone, puisqu'on cherche à la rendre plus attractive et attirer d'autres entreprises. Donc, on avait dit lors de notre programme qu'on voulait être actif, qu'on voulait être force de proposition, proactif et présent avec VGP. Donc, on travaille beaucoup, on a déjà entamé pas mal de contacts avec les départements de l'économie territoriale et aménagement. On partage nos demandes de locaux et on est impliqué dans la commission Ville intelligente et attractivité économique. Donc, dans cette commission, il y a 4 vice-présidents, dont Stéphane. Et Stéphane est en charge des services aux employés, des plans de mobilité et des zones d'activité et d'intérêt communautaire. Voilà. On travaille aussi avec les entreprises, les projets d'installation, on discute avec eux, ainsi avec VGP sur les projets. On les rencontre, celles qui y sont déjà, y compris aux loges où il y a une pépinière de start-up en technologie innovante. Donc, on va à l'extérieur pour participer. On cherche à relancer une association d'entreprises Sud Grand Parc pour voir si c'est intéressant pour les entreprises sur place. On travaille aussi avec les agents immobiliers. Cet après-midi, on avait une réunion avec VGP, les services techniques de la mairie, nous-mêmes, un architecte, des entrepreneurs et un agent immobilier, tous intéressés par l'immeuble Vinci. Donc, affaire à suivre. Donc, ça pourrait être un gros projet, mais bon, c'est qu'au début. On a aussi des projets. Un projet très important qui était lancé en octobre, qui est l'étude de requalification et de réaménagement de la zone lancée par VGP. Ça va toucher la voirie, la signalisation, toutes sortes d'aménagements pour rendre cette zone plus attractive et vraiment plus au goût du jour. Aujourd'hui, on nous a dit, mais c'est joli, mais c'est un peu vieillot et ça, on s'en rend compte. Deuxième projet, c'est Renault Mobilité. On a eu un texte aujourd'hui, il y a des voitures en autopartage dans la ZAE et aussi devant la mairie, où les gens peuvent l'utiliser, partager, se déplacer facilement avec des voitures électriques. Et troisième point hyper important pour Buc, il y a 6 millions d'euros qui sont prévus pour les ZAE, pour un groupement de ZAE dont Buc est la plus grande. Donc, bien sûr, on va suivre ça de façon très proche. Donc, voyons voir, on a des locaux attractifs. Enfin, les gens, on leur demande pourquoi vous venez à Buc. Ben, il a de la verdure, les transports, c'est quand même assez pratique. Vous n'êtes pas loin de Versailles, pas loin de la 86.
On a un ESAT là en haut à droite. Donc, ESAT, vous savez, c'est un établissement de services et aide au travail. Donc, on a des locaux attractifs, mais on a autre chose. Tout n'est pas attractif. Donc là, Michel Fastré a fait un travail de titan pour regarder l'état de la zone, photographier les locaux qui sont vides ou qui semblent laissés à l'abandon. On a des problèmes de voirie, on a des décharges, on a des voitures abandonnées, parfois des matelas, des espaces verts qui débordent. Donc, on sait qu'on a des choses à faire pour rendre cette zone bien plus attractive. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur ça? Deuxième axe, c'est technique. Donc, avec les services techniques de la mairie, on travaille, on a rencontré les entreprises d'entretien, donc Nicolas, qui ramassent les déchets et puis qui ramassent aussi les dépôts sauvages. Et c'est prévu une rencontre aussi avec Alavoine, qui gère les espaces verts. Et les services techniques nous ont recommandé une surveillance de la ZAE avec une personne de la mairie. Bon, ils sont un peu à court d'effectifs, mais l'idée, ce serait de tourner au moins une fois par semaine pour repérer les trottoirs, les routes, le désherbage à refaire et pour éliminer les dépôts sauvages. Donc, juste ma conclusion sur la ZAE, que c'est une partie hyper importante de la commune de Buc. On a la chance de l'avoir. Il y a quand même du travail à faire pour qu'elle remplisse tout le potentiel qu'elle pourrait faire. Deuxième point, c'est sur les commerces, nos actions. Donc, on avait dit qu'on allait être force, on allait apporter un soutien proactif et engagé auprès des commerces. Et on allait faire aussi une communication régulière pour valoriser les commerces existants. Donc, sur la partie droite de ce slide, vous voyez les restaurants. 2 pages du dernier numéro de Buc Info, le journal de la ville, où on met en avant les commerces restaurants. On a aussi mis sur le panneau lumineux du nouveau sur le marché. Et sur le slide d'après, on a dit qu'on allait faire venir de nouveaux commerçants et de nouveaux marchands. Donc, on a développé des contacts avec le Placier. Ça n'était apparemment pas trop fait avant. Le Placier, c'est la société qui travaille sur les aspects administratifs des marchands et qui fait venir aussi certains marchands. Donc, depuis peu de temps, on a fait venir un poissonnier, un fromager spécialité de chèvre, chocolat et douceur, avec un artisan confiseur, des olives et des fruits confits. J'ai eu un contact hier pour la farine et des produits d'aloe vera. Donc, certains marchands sont là tous les jours. Donc, le poissonnier tous les jours, tout comme le volailler. Quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il peut avoir une liste de qui est présent sur le marché? Il y a aussi le volailler et les fruits et légumes qui sont là depuis longtemps. Et certains marchands vont venir peut-être une fois par mois, une fois tous les 15 jours, mais on apporte une grande variété, cherche à apporter une grande variété à ce marché. Si vous avez des idées ou vous avez des contacts, bien sûr, on serait content d'être à votre écoute pour ça. Alors, des projets. Bon, il y a encore des problèmes de stationnement sous la place du marché et la rue de Bièvre. Des commerçants nous disent, j'arrive pas à me garer. Des voitures ventouses, mes clients tournent. Donc, on est en train de regarder ce problème et communiquer aux voitures qui sont mal garées et ensuite passer à la verbalisation. On souhaite redynamiser vraiment le cœur du village. On en a parlé pendant le programme et Bernard vous a parlé de l'OAP2. On souhaite réaménager une partie de cette OAP2 vers l'avenue Huguier, rue des Lavandières et l'avenue Louis-Blériot avec des commerces de proximité pour vraiment faire un cœur de village. Un autre projet, c'est sur la signalisation, parce que celle qu'on a maintenant, elle n'est pas à jour, elle n'est pas très esthétique. Donc, on a une proposition en cours. On a rencontré une société qui fait aussi de la signalisation à Bois d'Arcy et plein d'autres villes en France pour indiquer les commerces, quels sont les points forts de la ville, aussi pour mieux signaler la ZAE où quelques panneaux sont vraiment un peu fatigués. Voilà, donc c'est un projet en cours. Et mon dernier slide, que j'essaie de faire assez vite, c'est la voix des commerçants de la place du marché. Bon, ils n'ont pas pu venir, mais on avait proposé à une personne de la place du marché de venir, mais ils ont quand même pas mal de soucis. Stéphane a fait allusion à la situation économique des commerçants. Donc, on vous demande de, quand vous pouvez, quand c'est possible, par rapport aux contraintes et aux protocoles, de les soutenir maintenant et d'anticiper, après la sortie du confinement, ce que vous pourrez faire. Des chèques cadeaux, des commandes en ligne, etc. On a préparé aussi à leur intention, et ça va sortir sur le site demain, un résumé des aides de la région pour les commerçants et les artisans, premier point.
Deuxième point, ils sont en train d'essayer de créer une association. Ils en avaient déjà une qui était en attente et maintenant ils sont en train d'essayer de la faire naître. Et le troisième point, c'est animation pour les fêtes. La fête de Noël a été annulée, ça ne vous surprend pas, mais on cherche, et leur idée, c'est vraiment de pousser une certaine animation sur la place du marché, avec peut-être une certaine musique, un peu de vie, et puis les décorations de la mairie seront mises en place à partir du 1er décembre sur la place du marché et d'autres endroits dans la ville. Donc, apporter un peu de gaieté au moment des fêtes. Voilà. Et c'est tout. Merci beaucoup, Céleste. Nous arrivons au terme de notre réunion. Je vais reprendre les questions qu'on a laissées en suspens. Il y en a quand même un certain nombre qui sont importantes. Alors, une question sur la semaine. Alors, effectivement, on m'a dit tout à l'heure que les parents n'avaient pas reçu ce soir le mot, c'est exact, on avait prévu au départ, mais en fait, il ne sera distribué que demain. Et la semaine de 4 jours démarrera à partir du 9 novembre, lundi prochain. Donc, voilà ce qui est prévu. On pose la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre les stationnements sauvages sur les places bleues de Louis Blériot? Un peu comme ce que vient d'évoquer Céleste pour la place du marché. Il est prévu de la même manière de pouvoir travailler à cet endroit-là pour supprimer les voitures ventouses. Donc, on va d'abord informer et ensuite nous passerons à la verbalisation. J'anticipe tout de suite une question qui devrait être posée derrière, c'est oui, mais pour les enseignants ou pour les commerçants, donc il est prévu à ce moment-là, ce qu'on étudie, c'est une carte permettant d'identifier ces personnes-là et qu'elles puissent stationner. Mais donc, on veut absolument limiter ces points-là. Alors, je continue sur les questions. Alors, parking du Pré-Saint-Jean, quid de l'espace jeu de boules? Dommage de réduire encore nos espaces verts. Il n'est pas question aujourd'hui de supprimer le jeu de boules du parking du Pré-Saint-Jean, sauf de manière temporaire en ce moment, parce que de toute façon, il est fermé, parce que compte tenu du Covid, aujourd'hui, les parents ont beaucoup de difficultés le matin pour se poser, pour déposer leurs enfants. Donc, on est en train de regarder pour effectivement fluidifier et éviter. Il y a eu le cas hier d'une mère d'un enfant qui a été obligée de le lâcher directement. Il est descendu de sa voiture, elle est allée se garer, après elle est revenue en courant, elle était enceinte, etc. Donc, on veut éviter bien évidemment ce genre de choses. Donc, de manière temporaire, effectivement, on va regarder comment utiliser éventuellement d'autres espaces. Mais par contre, on n'a pas du tout comme projet l'intention de supprimer le jeu de boules qui est là-bas. Donc, l'organisation des 4 jours, la réponse a été apportée. Alors, il y a une question sur une synthèse du bilan financier et comptable qui a été réalisée début juillet. En fait, ce que nous ferons, c'est que nous ferons une communication spécifique sur ce sujet-là pour bien expliquer. Et j'en profite pour dire que d'une manière générale, nous allons multiplier ce type de rencontres en visio comme ce soir. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous les participants parce que nous sommes encore nombreux en ce moment et nous étions entre Facebook plus directement sur Zoom, pas loin de 130 personnes présentes, donc ce qui est quand même beaucoup, et nous sommes encore très nombreux en ce moment puisqu'il y a plus de 100 personnes qui sont encore présentes malgré leur tardif. Donc, un grand merci à vous. Et j'espère que les petits loupés qu'on a eus n'ont pas trop perturbé. Alors, effectivement, merci d'informer via l'appli BUC de ces réunions. C'est vrai, on a amélioré cet aspect-là, d'utiliser l'appli BUC en push pour mieux communiquer. Nous le ferons. Alors, il y a une remarque disant « Dommage que la communication école déléguée mairie ne fonctionne pas bien en ce moment ». C'est vrai qu'elle peut être améliorée. On a eu une réunion avec toutes les directrices d'école aujourd'hui. J'ai participé au premier conseil d'école tout à l'heure. Il y a une réunion avec les délégués de parents qui est prévue le 18 novembre qui va se faire en visio. Et là, de la même manière, on veut instaurer des rendez-vous réguliers avec les délégués de parents. Alors,
Je prends encore les questions. Est-ce qu'il y a un petit marché de Noël dans le parc du château? Non, dans les conditions actuelles, il n'y aura pas de marché de Noël. A priori, enfin, aujourd'hui, il ne serait pas raisonnable de se lancer dans ce projet-là. Et même si la solution s'améliorait, la situation s'améliorait après le 1er décembre, nous n'aurions pas le temps de monter quelque chose en 10 jours. Donc non, il n'y aura pas malheureusement de marché de Noël. Alors, voilà, il y a une intervention de Bernard. Oui, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Une question qui est passée à l'ast dans le fil des questions. Quelqu'un demandait si on rendrait des zones béton, on irait jusqu'à rendre des zones béton en zone naturelle. Bah, évidemment, c'est un point que nous n'excluons pas du tout quand on parle de zéro artificialisation nette sur la mandature. Il y a par exemple dans l'étude sur les flux et stationnement, il y a des zones qui aujourd'hui sont entièrement imperméabilisées. Eh bien, on peut se réserver bien sûr la possibilité de les rendre perméables le moment venu. Hein, et ce n'est pas ce qui manque sur notre territoire. Alors, d'autres questions? Merci pour les commentaires positifs sur la réunion. Alors, quid des budgets alloués par la mairie aux associations en 2021? Comme le vote du budget est retardé en mars, les associations vont être contactées dans les semaines qui viennent pour leur demander de nous donner les éléments financiers. Nous allons également les rencontrer pour savoir comment cette rentrée se passe pour elles, pour savoir si effectivement il y a anticipé des difficultés. Même si le vote des subventions ne se fera que lors du budget, sachez que mécaniquement, il nous est possible de verser 25% maximum de la subvention envisagée pour les aider à démarrer si elles avaient un souci de trésorerie en début d'année. Alors, pardon. Un click and collect, peut-il être mis en œuvre via la mairie pour aider les commerçants? Alors, via la mairie, je ne sais pas, parce que je ne pense pas que nous ayons les moyens, mais sachez que justement, c'est un sujet qui est évoqué. Alors, il y a des aides de la région. Il y a une action au niveau de VGP. J'étais justement en visio tout à l'heure avec les vice-présidents de la délégation Ville intelligente et attractivité économique, où nous avons évoqué, à la suite d'une réunion précédente de commission, l'aide que VGP pourrait apporter aux commerçants pour mettre en place ces solutions de click and connect. Donc, on regarde. Nous n'avons pas, nous, les moyens de le faire, mais par contre, on peut essayer de les aider et faire ça dans le cadre de VGP. Stéphane, oui. Je voudrais juste dire qu'avec la région aussi, il y a une possibilité pour le click and collect. Hein. Donc ça, on a confirmé. Absolument. Voilà, alors je reprends les questions qui sont, excusez-moi, parce qu'il y a 3 sources de questions entre les... Garde ton bien, Louis Clément et Louis Blériot, pas de fusion, fermeture. Aujourd'hui, nous n'avons aucune intention de fermer, clairement, ou de fusionner les établissements. Ça n'est absolument pas à l'ordre du jour. Et sachez que nous avons rencontré récemment l'inspectrice de l'éducation nationale et qui nous a dit que de toute façon, sa position, elle, ce serait de suivre les souhaits de la municipalité. Donc aujourd'hui, ça n'est pas dans notre intention. Le Louis Blériot et son lot quotidien de camions, des actions sont-elles envisagées pour limiter la nuit au tonnage? Alors, Bernard va prendre cette réponse puisqu'il a beaucoup planché. Louis Blériot, ça pourra sans doute faire l'objet d'un thème à aborder lors d'une prochaine réunion publique. C'est vrai que les poids lourds, et je vous renvoie là aussi à une fiche que nous avions publiée à la fin de notre campagne. Hein, c'était la fiche Louis Blériot. Et on vous disait notamment qu'il y avait un point sur lequel il fallait essayer de travailler, c'était la question des motorisations des poids lourds, puisque c'est vraiment les poids lourds qui, entre guillemets, nous empoisonnent la vie des Bucquois. Et alors, il y a une nouvelle, deux nouvelles très intéressantes. Versailles Grand Parc a
avait lancé des appels d'offres pour les marchés de collecte de déchets sur l'ensemble du domaine VGP. 2 lots ont été constitués et pour chacun des lots, les sociétés qui ont remporté ces marchés se sont engagées à ce que toute leur motorisation de camions passe en GNV, gaz naturel, véhicule. Donc au début du marché, le marché est entré en vigueur le 1er avril prochain et pour une durée de 7 ans. Donc vous voyez que là, on a déjà un gros point qui va être traité. Tous les camions belges seront mus non plus par du moteur diesel, mais par du moteur à gaz naturel. Et c'est un point intéressant et on sait que les acteurs en question pensent au coup d'après avec, par exemple, des véhicules mus à l'hydrogène. Et puis pour leurs petits véhicules, ce qu'ils nous ont dit, c'est que leurs petits véhicules seront mus à l'électrique. Donc vous voyez, ça sera un gros projet. On envisage dans les semaines à venir d'avoir une rencontre avec l'entreprise de transport de bus pour en savoir un petit peu plus sur ses intentions à elle quant à l'évolution de la motorisation des 301, 302, 304, 307, j'en oublie sans doute, qui font les 440 passages de bus réguliers sur notre commune chaque jour, si on compte les deux sens. Voilà. Alors, il y avait aussi la question de nuit. Alors, ça c'est un point qui est à regarder, notamment pour les transports en commun. Ça serait de voir si effectivement, aux heures où ça gêne le plus, en fin de journée ou en début en sortie de nuit, si on ne pourrait pas avoir uniquement des véhicules mus à l'électrique, par exemple. Ça, c'est un point qui a été effleuré dans le cadre de la commission transport mobilité de Versailles Grand Parc. Et ça, je pense qu'on a l'occasion d'en reparler aussi. Merci Bernard. Alors j'en profite pour traiter d'autres. Alors j'en profite pour passer un message de Lorraine Veil sur le site Facebook pour information à destination des parents du Pré-Saint-Jean. L'organisation informelle d'un PD-bus entre le quartier du Cerf-Volant et l'école tous les matins pour effectivement moins de pollution et plus de bonne humeur. Bravo et merci pour cette initiative effectivement à relayer. Et ça a été évoqué lors du conseil d'école tout à l'heure d'ailleurs. Donc c'est effectivement une très bonne initiative. Merci beaucoup Lorraine pour ça. Alors, sur les autres points, la déchetterie de Buc est-elle ouverte? J'avoue que je ne sais pas, mais je ne vois pas pourquoi elle serait fermée. Elle est ouverte, on me dit qu'elle est ouverte. Alors, je crois qu'on a fait le tour des... Il y a une question, la tuile de la maisonnette où était vergée Clermont est en train de partir quelque part, que le silence a expliqué qu'il y a des fleurs allumées. Mais je l'ai écouté. Si vous m'entendez, j'avais pas mis. C'est bon. Et vous m'entendez, donc l'étude de la maisonnette Buc-Clermont. Donc je prends le sujet, je fais un point avec les services techniques dès demain matin sur ce sujet-là. Nous avons une question, puis je vois qu'il est déjà 22h04. Donc, pendant que je vais répondre à la question suivante, ce que je vous invite à faire peut-être dans les questions-réponses, ou quel que soit le mode que vous utilisez, donnez-nous les thèmes que vous souhaitez que nous abordions lors de la prochaine réunion en visio. Voilà. Donc, comme ça, on prend les 2-3 dernières questions. Une réflexion spontanée. Qu'en est-il de la prise en compte de la pollution lumineuse et de sa réduction? Alors, il y a déjà eu des initiatives de prise pour réduire la pollution lumineuse et Bernard peut nous en dire un peu plus. Alors, pardon, mon micro. Ça, c'est un sujet qui va être abordé dans la commission transition écologique, transition énergétique et travaux qui va se réunir le 25 novembre, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, le 25 novembre, puisque, et c'est notre collègue Jean-Christophe Hilaire, l'adjoint en charge de tout ce qui est environnement, avec lequel nous avons rencontré, et les services techniques, nous avons rencontré la société Bouygues Éclairage pour leur faire part de nos souhaits de pouvoir travailler sur certaines branches d'éclairage. Donc, c'est pour se préparer. Et bien sûr, les propositions qui en sont sur la table seront soumises à la commission à laquelle je fais allusion pour voir si on peut baisser l'intensité lumineuse dans cette tranche horaire, voire carrément totalement couper. Je rappelle que l'Éloge a décidé de prolonger ce qu'ils avaient fait pendant le premier confinement, c'est-à-dire ils coupent tout entre minuit et 5 heures, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et donc, vraiment, c'est des options sur lesquelles
nous étions engagés pendant la campagne et qui sont sur la table, et la commission voilà, pourra regarder les possibilités, puisque BUC est en pointe sur tout ce qui est éclairage public, passage à LED notamment, puisque tout n'est pas terminé. Il y a encore des choses qui se feront en 2021, 2022, 2023, et le pilotage peut être vraiment travaillé. Vous savez quand même que on a pris une décision au mois d'août, c'était déjà de réduire la pollution lumineuse sur le parvis des Lumières et l'église, puisque ça se déclenche un peu trop tôt. Maintenant, on est calé sur l'horloge astronomique et on a des coupures complètes franches pendant certaines tranches horaires. Voilà, je crois qu'on arrive au bout des questions. Merci pour les suggestions qui arrivent pour la prochaine fois. Effectivement, il y a des sujets intéressants comme les transports le soir, sachant que ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons avec certains prestataires. Donc, j'espère qu'on pourra donner des éléments de réponse là-dessus. Et puis également, sur les suggestions, il y a les handicaps et les aidants, les pistes cyclables et la sécurité, absolument, sont des sujets importants, et il y a des actions en cours dessus. Donc, merci pour les prochains thèmes, pour les prochaines suggestions. Ce que je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres dernières questions à aborder, il est 22h07, ça fait déjà 2 heures, un peu plus de 2h15 que nous sommes ensemble. Un grand merci pour votre participation et vraiment pour être aussi nombreux, parce que nous sommes quasiment encore 100 là. Donc merci beaucoup. J'espère que cette initiative vous a plu, répond à vos attentes. Je vous invite, si vous avez des suggestions que vous n'avez pas pu faire ce soir sur le déroulé de cette réunion, sur la fréquence de ces réunions, à envoyer vos messages à cabinet du maire, tout attaché, @mairie-buc.fr. Donc, je vous répète, cabinet du maire, tout attaché, @mairie-buc.fr. Comme ça nous permettra de les prendre en compte. Et puis, effectivement, certains nous disent que c'est encore plus dynamique qu'en salle parce qu'on peut poser toutes les questions et les prendre. C'est vrai. Voilà. C'est un peu de gymnastique. C'est pour ça que je regardais parfois au-dessus, sur l'écran qui est en face de moi, sur les feuilles à côté de moi. Est-ce qu'il y a une rediffusion sur le site? Ça a été enregistré. Donc, si l'enregistrement a bien pris, ce sera rediffusé effectivement pour tous ceux qui n'ont pas pu participer. Donc, écoutez, il ne me souhaite qu'à vous souhaiter une excellente soirée, ou fin de soirée plus exactement, l'heure est déjà avancée. Je remercie beaucoup les adjoints et les conseillers qui ont aidé à préparer cette réunion, donc Céleste Messina, Bernard Millon-Rousseau, John Collimalet, Jean-Paul Bizot, sans oublier donc Jessica Gay et Maréva qui nous ont aidés à construire cette présentation. Merci beaucoup, passez une très bonne fin de soirée et à très bientôt pour une prochaine réunion comme ça, parce que malheureusement, je pense que nous aurons à avoir plus de réunions virtuelles sur les semaines qui viennent que de réunions tous ensemble autour d'une salle. Donc, très bonne fin de soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.